La Belgique, c'est un petit pays, mais en même temps, je pense qu'il y a des choses qui le dépassent. On pourrait dire des choses qui le transcendent. Il y a d'abord cette dimension européenne. Heu, la Belgique, du fait de sa position géographique, du fait des influences à la fois germaniques et latines, est au cœur de l'Europe. C'est symboliquement la capitale. Bruxelles est la capitale de l'Europe. La Belgique est au centre de l'Europe et d'une certaine façon, ce mélange qu'on voit à Ostende, par exemple, de langues, ce mélange est très représentatif de quelque chose de beaucoup plus grand que les simples frontières de la Belgique. La Belgique, en plus, c'est un pays qui n'a pas une identité très forte, ou en tout cas qui a une identité multiple, puisqu'il y a deux communautés. Les deux grandes langues de la Belgique, c'est le néerlandais et le français. Et il se trouve que par mon histoire, je ne parle pas du tout néerlandais. J'ai un peu ce sentiment de me trouver dans une ville ou un pays dont je ne comprends pas la langue et qui est pourtant mon pays. Donc ça, c'est très paradoxal. Mais c'est assez intéressant pour un écrivain d'être entouré d'une langue qu'on ne comprend pas. Finalement, ça me concentre complètement sur ma propre langue et sur mon propre travail. Je suis à Ostende presque comme un clandestin, je n'ai pas d'activité sociale. Toute mon énergie est consacrée à la création. Donc et presque à cet endroit, cette table, disons que je loue l'appartement, mais je loue surtout cette table. Et j'ai l'impression que c'est un peu comme une passerelle, c'est cette fenêtre, comme une passerelle de navire. Et c'est une métaphore que je ressens très bien parce que c'est presque comme si je faisais une traversée lorsque j'écris. Pour me mettre mentalement en situation de recréer le Japon, par exemple, ou la Chine, ce qui est quand même au cœur des derniers romans, et en partie du cycle de Marie, c'est vrai que c'est presque une condition sine qua non de ne pas être dans le pays qu'on décrit. Si, lorsque je regarde par la fenêtre, j'ai Shinjuku, le quartier de Shinjuku à Tokyo, illuminé, je ne vais pas faire l'effort de le recréer avec des mots pour le faire imaginer par le lecteur. Par contre, lorsque j'ai la mer du Nord sous les yeux, bah, tout est à faire. C'est-à-dire si je veux que d'un coup, dans mon esprit, les néons de Shinjuku apparaissent et commencent à s'illuminer, je dois faire tout le travail. Et donc j'ai presque comme une page blanche ou une plage vide. Je la rejoignis à la fenêtre, regardai un instant avec elle le bouquet très dense de tours et d'immeubles de bureaux qui se dressait devant nous dans l'obscurité. Shinjuku Sumitomo Building, Shinjuku Mitsui Building, Shinjuku Center Building, Keio Plaza Hotel. La Belgique est une terre d'enfance, puisque j'ai vécu complètement à Bruxelles, de 0 à 12 ans. Mes parents sont installés à Paris quand j'avais 12 ans. Et j'étais 100% belge jusqu'à 12 ans. J'ai remarqué qu'il y avait cette absence flagrante de la Belgique dans mes livres. La Belgique n'est jamais venue et est toujours liée à l'enfance et aussi d'une certaine façon à quelque chose de secret. C'est un peu la part la plus secrète et intime de ma personnalité. Ja, natuurlijk. Ja, ja. Je moet mij een pintje geven ook eigenlijk. Ja? Zout? Beetje zout, ja. Een beetje zout. Heel goede fruit. Dank je.
Heel goed. Ik ben geboren in Sint-Niklaas. Dat is een klein Je suis né à Saint-Nicolas, une petite ville entre deux grandes villes flamandes, Gand et Anvers. À l'époque, le comptoir de la boucherie se trouvait ici, De toonbank van de slagerij. et là, c'était la table de travail. Il y avait énormément de cafés et de petits magasins, dont la boucherie de mon père. Les ouvriers venaient le matin pour passer leurs commandes, et le soir, ils venaient chercher leur viande. C'était alors une toute autre ambiance. Mon père entendait constamment des histoires. C'était vraiment un environnement simple, littéraire et théâtral. Et prêter une oreille à cela, mélanger ces éléments, cela a donné ma littérature. Les grands classiques, la poésie, on nous lisait ces textes à l'école. Et dès le plus jeune âge, j'ai aussi été en contact avec les textes de théâtre via ma mère. Je sais que ce sont toutes ces choses-là qui ont fait de moi qui je suis. Et la langue, la langue, la langue. En daar is die taal weer. Die schandvlek, die doem, die kras op mijn trommelvlies en op mijn ziel, die nietstaal, die wartaal, wantaal, die neptaal, geen taal, noptaal, nontaal, attaal, mistaal, nultaal, niet-taal, tegentaal, contrataal, antitaal, ontaal, rottaal. Ik kan niet meer aanhoren. Ma voix est théâtrale, polyvalente, exubérante, et s'il y a une chose que mon style n'est pas, c'est anorexique. Cette mère et ce père, une actrice amateur et un boucher, c'est écrit dans le livre « La langue de ma mère ». C'est une sorte de cadeau scandaleux qu'ils m'ont fait si on compare avec l'origine de la plupart des écrivains. Le mot et la viande sont en fait le théâtre et la mort. Et l'on vit des deux. Mon père vendait de la viande, et moi je peux vendre ma douleur. On peut parfaitement introduire des poèmes dans des pièces de théâtre, ou des pamphlets dans des recueils de poésie. Dans une chronique, on doit pouvoir utiliser une écriture théâtrale. Et tout ça, c'est moi. C'est exactement moi. Tous les fossés entre genres littéraires doivent disparaître. Je suis un bâtard glorieux. Je suis la Belgique en miniature. Est-il possible d'avoir une identité multiple, non homogène, avec plusieurs facettes, puisque c'est le cas de la Belgique? Et moi, c'est ce que j'aime. Le mot pureté est un terme qui ne me correspond pas, et qui ne correspond pas à la Belgique non plus. La Belgique, c'est vraiment le cœur de l'Europe. Elle est multilingue, c'est ça que j'aime. Pour moi, oui, c'est un pays qui est presque un bâtard glorieux. S'il devait y avoir un style belge, il serait par définition éclectique. Et comment un tel pays bâtard, qui en plus se complaît à l'être, aurait pu naître autrement qu'à l'opéra? Il existe tout un mythe à propos de la naissance de l'État belge. Cela se passe en 1830. Ce qui allait devenir la Belgique est alors sous le joug des Hollandais. Mais en août de cette année-là, à Bruxelles, au Théâtre de la Monnaie, lors d'une représentation de l'opéra La Muette de Portici, des troubles éclatent qui vont conduire à la Révolution. La foule sort du théâtre, l'État belge est en marche.
Il y a eu différents moments dans l'histoire où la Belgique, ce petit pays, était vraiment le leader. Avant la Première Guerre mondiale, la Belgique était un des pays les plus industrialisés. Au début des années 30, c'était aussi le cas. Et en 1958, je suis né cette année-là, la Belgique était non seulement très riche et prospère, mais très tendance aussi. L'atomium est un monument très étrange qui correspond parfaitement à cette Belgique. Il y a 9 boules. C'est le grossissement d'un cristal. C'est aussi une foi sans réserve dans le progrès, le nucléaire et la paix dans le monde. Pour moi, cette expo universelle et l'atomium, c'est un vrai moment mythologique. 2 ans plus tard, survient trop tôt, et en tout cas de manière mal préparée, l'indépendance du Congo. À ce moment-là, on a aussi un jeune roi. Et en fait, je n'ai pas l'impression que depuis ma naissance, la Belgique ait pu retrouver cet apogée d'alors. Le roi Léopold II avait un presse-papier sur lequel était écrit « Il faut à la Belgique une colonie ». La Belgique était trop petite, il y avait trop de tensions, il fallait une soupape, quelque chose pour canaliser ou évacuer l'élan vital des Belges. Alors il a cherché en plusieurs endroits, en Amérique latine, en Asie. Il a demandé à un de ses collaborateurs « Les Philippines ne seraient pas à vendre par hasard ?» Il a littéralement demandé si les Philippines n'étaient pas à vendre. Et finalement, il a repéré l'Afrique centrale. Ce qu'il y a de plus étrange avec le Congo, c'est que le pays n'était même pas une colonie nationale au tout début. Ce n'était pas une colonie belge, c'était le projet privé du roi Léopold II qui s'est donc retrouvé personnellement à la tête d'un territoire énorme, grand comme 80 fois la Belgique. À partir de là, on observe un capitalisme sans scrupules. Le terme exact est même un capitalisme monarchique, avec toutes les cruautés et les atrocités qui y sont liées. Ce n'est que plus tard, sous la pression des autres grandes nations, que Léopold II doit céder le Congo à la Belgique. La Belgique devient alors une puissance coloniale de première importance. Elle va exploiter les richesses du Congo, qui va lui rapporter énormément d'argent, et ce, pendant 50 ans. Il semble impossible d'écrire encore de grandes fresques. Certes, c'est difficile, mais pourtant je pense que nous devons continuer à le faire. Je crois qu'il est important de raconter l'histoire d'un pays comme le Congo dans son entièreté. Se limiter à la micro-histoire et aux anecdotes, je suis désolé, mais ça ne m'intéresse pas. Les grandes histoires n'ont pas disparu. Elles ne sont juste plus racontées, c'est tout. Je voulais vraiment écrire le livre que j'aurais aimé lire sur le Congo. Le livre est basé sur une documentation très rigoureuse. J'ai consulté environ 5000 documents et j'ai fait 500 interviews. Il me semblait primordial d'impliquer ces sources orales, car en faisant cela, on obtient un vécu beaucoup plus riche et polyvalent, une espèce de quotidien.
Augustin. Mes condoléances avec la perte de votre frère. Et je suis très heureux de vous revoir. Les livres reflètent toujours le point de vue de l'élite. Qu'elle soit coloniale ou africaine, il s'agit toujours d'une élite. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que raconte une maman congolaise et comment elle vit sa vie. Ce qui m'intéresse, c'est comment se débrouille une vendeuse de manioc ou les enfants soldats. Et ces histoires-là, on ne les retrouve pas souvent dans les sources écrites. La tradition anglo-saxonne fait référence au terme « history from below », une histoire d'en bas. Et cela me semble intéressant. On considère toujours que les événements du Congo font partie d'un autre univers, tribal, précolonial, exotique ou primitif. Mais ce n'est pas du tout le cas. C'est notre monde et notre temps. Le Congo appartient autant au XXIe siècle que la France, le Luxembourg ou la Belgique. Et je me dis même qu'en Belgique, le débat sur les contours de l'État fédéral a peut-être commencé au Congo. C'est au Congo que les Belges ont dû, pour la première fois, faire face à une diversité territoriale énorme. C'est au Congo qu'on a commencé une discussion sur la centralisation ou la décentralisation du pays. Et je pense que cette discussion-là a influé sur le processus de réforme de l'État. Je suis le fruit de cette transformation du pays. Être belge, c'est un statut fantastique. C'est très difficile à décrire, mais ça équivaut un peu à être comme une poupée russe. Je suis de Bruges, je viens de Flandre occidentale, j'habite à Bruxelles, je parle français, je lis l'allemand. C'est vraiment une identité tout à fait polyvalente. Et moi, je vis ça comme une liberté. À l'époque de mes grands-parents et de mes arrière-grands-parents, les dirigeants parlaient français. L'aristocratie était francophone, le pouvoir, le droit, l'éducation, tout était en français. Et ce qu'on appelle le mouvement flamand a lutté pour que les Flamands aient plus de droits dans leur langue. Et je pense que cette lutte, ce mouvement, était alors légitime. Aujourd'hui, les démarches que l'on voudrait faire pour une Flandre encore plus indépendante, honnêtement, je n'arrive pas à les comprendre. Je pense qu'il existe des problèmes plus importants et plus urgents que l'autonomie des différentes communautés dans ce pays. L'Europe s'élargit, devient une unité et la Belgique se diviserait? Je ne comprends pas bien cette logique. Weet u waar de taalgrens passeert? Juist in het midden. Vandaar Ja? helemaal en kruist het een beetje achter de fontein zo door. Ja. En dan gaat het schuin omhoog. Waals-Brabant en wij zitten in Vlaams-Brabant. Là le Brabant flamand et là le Brabant Ja, francophone. vice versa. Ja. Et la frontière passe exactement au milieu. Doe dat. Ja, Van het oké. meer. Maar ze denken soms ik ben Franstalig en ze beginnen dan te praten in het Frans en ik begrijp niet meer. En dan knik ik maar, oui, oui, oui. Oui, mais moi c'est pareil. Parfois je fais semblant de comprendre beaucoup plus que ce que je ne comprends. Ja. Tu vois? Maar ja. Mais je fais l'effort quand même de dire quelques mots et ça marche. Ça marche. Ah, ja, het C'est is comme dat. ça que ça marche en Belgique en fait. La menace de la partition de la Belgique et de l'indépendance de la Flandre, moi, ne m'a jamais vraiment inquiétée. Nous ne sommes pas un accident de l'histoire, comme trop de gens continuent à le dire.
Nous sommes des communautés qui se sont côtoyées, qui ont vécu ensemble, qui se sont disputées, qui se sont fait du mal l'une à l'autre et qui ont dialogué aussi. Et nous, sur ce territoire de la Belgique qui est assez petit, nous bougeons, nous nous touchons et nous nous dérangeons aussi. Mais en même temps, nous sommes frères. Alors moi, j'habite ici, donc précisément sur la frontière linguistique, dans une commune flamande, et bien sûr, j'écris ici. Mais c'est aussi presque trop beau, presque trop calme. J'ai besoin des gens, j'ai besoin de la ville. Et mon lieu de prédilection, c'est Liège. Liège, c'est pas une ville proprette, aménagée. C'est une ville qui a encore beaucoup de cicatrices. Et moi, c'est ce qui me la rend si chère. Je suis certaine que c'est ici que je dois écrire. Ces lieux-là, quelque part, ont une charge poétique qui m'a transportée vers la fiction. Et c'est ça qui est important, ce sont ces lieux-là qui me touchent. Et ce sont souvent des lieux, d'ailleurs, où il y a des traces d'un passé mal résolu, de quelque chose qui se cherche. Sur le terril qui est là, il y a encore en effet des vestiges de construction de métal, les tunnels d'extraction, les puits d'extraction, etc. C'est encore très présent. Pour écrire un roman ou une nouvelle, il faut quelque part que j'ai arasé tout le reste, que je sois arrivée à une sorte de peau très fine ou de substance presque pauvre en fait. Et c'est de là que jaillit un peu avec un instinct de survie que jaillissent les mots. Plus tard, ils aperçoivent une église portant cette inscription en façade. En hommage aux victimes, 1953. L'explosion s'est produite dans un charbonnage proche. Maintenant, il n'y a plus de feu ici et plus de feu nulle part. Il retrouve la fabrique de fer, son usine morte, ses murs interminables. Karl photographie le désastre et de temps en temps, Lola. Elle pose pour son appareil numérique, les yeux fermés ou le regard ailleurs. Au-dessus du fleuve, des mouettes crient. Un livre comme Karl et Lola, c'était un peu porter Liège à un niveau universel. Enfin, je le dis très modestement parce que c'est un livre, c'est une histoire entre un frère et une sœur. C'est pas une grande fresque. Mais je crois que s'agissant de la mémoire des lieux, j'ai vraiment compris ce territoire et je l'ai transposé. Tu es en visite ici ou tu habites ici? J'habite ici. Ah, tu habites ici? Depuis longtemps? Depuis que je suis née, mes parents ils sont ici depuis 17 ans. Au début, il y avait des familles, quelques familles, plusieurs familles. Et moi, ma famille, qui s'appelle la famille Lamarche, elle avait une petite fonderie ici. Et puis elle a créé son entreprise aussi. Et ensuite, donc cette entreprise qui a été créée en 1929, en rachetant une petite fonderie, c'était au bord de l'eau, tout était encore vert. Et puis ça a grandi. Et c'est devenu, on l'a appelé la fabrique de fer d'Ougré. Et ça, c'était la fabrique de ma famille. Moi, quand j'étais petite, ça sentait très mauvais ici. Il y avait une odeur terrible. Oui, tu t'en souviens? Oui. Il y a même le jour où ça s'est arrêté, il y avait plein de petites fumées qui sortaient. Il y avait aussi de la lumière comme ça. On avait l'impression comme si c'était du feu. Des flammes, hein? Oui. Oui, des flammes. Oui. C'était du gaz qui brûlait comme ça. Et donc, cette usine, on va la démolir? On va la démolir, oui. L'identité wallonne, c'est l'histoire d'une perte pour le moment. C'est l'histoire d'un 19e siècle florissant qui exporte partout dans le monde, qui est au sommet de l'industrie sidérurgique. Et puis, ce sont des pertes successives. Ce sont les grandes grèves de 60. C'est la fin de la sidérurgie à Ougré et à Seraing. Ce n'est qu'une histoire de perte. Et donc, c'est difficile pour nous de se rattacher à cette identité-là, même au nom d'une histoire familiale. On peut
on doit toujours... on est encore en train de chercher notre place. On est dans un moment de l'histoire où nous cherchons notre place, ça c'est certain. Parfois, je rêve d'écrire un grand roman sur le bassin liégeois, sur cette histoire de ma famille, sur mes amours liégeoises. Je ne sais pas si j'en suis capable. Peut-être que je ne suis bonne que dans les récits plus circonscrits. Précisément parce que mon attention à la langue est si grande, mon désir à la fois de perfection et de nécessité dans le choix des mots, et de la musique de la phrase, c'est que peut-être ça ne s'accommode pas bien d'un grand roman de 300 pages ou 400 ou 500 pages. Pour beaucoup d'écrivains, écrire, c'est raconter des histoires. C'est jamais ce qui m'a intéressé le plus. Par contre, créer des lieux, construire des lieux, reconstruire des lieux, parler d'aujourd'hui, parler de notre monde, ça pour moi ce sont certaines des visées du roman. J'écris tout un texte qui s'appelle « Comment j'ai construit certains de mes hôtels ». Je me suis aperçu en fait que je ne représente pas un seul hôtel qui m'aurait inspiré, mais que ce qui est intéressant précisément, c'est de mélanger plusieurs expériences et de créer un hôtel hybride. L'exemple que je donnais, la façade serait à Tokyo, la chambre à Osaka et tel détail dans un hôtel de Shinagawa par exemple. Mais à ça, je pourrais même ajouter quelque chose que j'irais picorer dans un hôtel d'Ostende. Certains nombres de lieux d'Ostende peuvent servir de prétexte, mais en réalité, tout est construit et plus largement reconstruit. Il te le compte, super. Depuis que je jouais, j'étais transporté dans un autre monde. Un monde abstrait, intérieur et mental, où les arêtes du monde extérieur semblaient émousser, les souffrances évanouies. Peu à peu, c'était tu autour de moi, le turbulent vacarme de la salle, le tumulte de la musique et la vaine agitation des joueurs. J'étais seul sur la piste, ma boule à la main, le regard fixé sur l'unique objectif du moment, ce seul endroit du monde et ce seul instant du temps qui comptait pour moi désormais, à l'exclusion de tout autre, passé ou à venir. Cette cible stylisée que j'avais sous les yeux, géométrique, et par là même indolore, car la géométrie est indolore, sans chair et sans idée de mort. Le narrateur qui tient la boule près de son visage au moment de se concentrer, c'est quelque chose que j'ai déjà éprouvé ici à Ostende. Et je vais m'en servir pour une scène qui a lieu en Chine. Tente ta chance, c'est un exercice assez bon. Tu dois essayer d'être bien droite. J'ai ce goût de l'adresse, de la concentration, et puis ce goût d'attacher énormément d'importance à des petites choses. Ça, c'est le plus dur, ça. Où on a à la fois quelque chose d'apparemment concret, même presque qui flirte avec une certaine vulgarité, et que je traite presque comme s'il s'agissait d'un art martial, et la concentration est proche de celle d'un traité de tir à l'arc. Mes romans, depuis le début, se sont intéressés à des choses très petites, des choses banales, des choses quotidiennes. Le premier roman, c'est La salle de bain. C'est un type qui s'installe dans sa salle de bain, qui passe ses après-midi dans la salle de bain. Mais il y a toujours dans mes romans
on part toujours de petites choses concrètes. Mais c'est pas parce que je pars de petites choses, de choses concrètes, de choses banales, de choses éventuellement inintéressantes, avec un peu de provoque, je dis parfois que ce que je raconte c'est inintéressant. C'est pas parce que c'est inintéressant, banal, quotidien, qu'il n'y a pas un autre infini qui est présent, qui est l'infiniment grand. Je crois que je suis un écrivain engagé, mais pas au sens de... C'est pas engagé politiquement ou socialement, mais engagé dans la forme. Et pour moi, c'est important d'être engagé dans la forme. Il y a en permanence une réflexion sur la littérature. Les petites choses, le lacet des faits. Je pourrais faire une très belle page sur un lacet des faits. Le lacet des faits, pas dans sa gratuité totale. C'est-à-dire qu'il y a aussi, dans cette page qui parlerait d'un lacet des faits, essayer de faire passer une vision du monde, faire passer une conception de la vie, un regard, une personnalité propre. Et tout ça fait partie, je dirais, de ce que je cherche à faire. Il y a ce côté typique, cette espèce de blues de la mer du Nord qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Il fallait que ce soit le décor pour le début et la fin d'un livre qui parle avant tout des frontières et des limites de l'Europe. On pourrait dire qu'Ostende est la fin du continent. C'était un cadre parfait pour faire un livre comme Troisième Noces, sur un mariage blanc entre un vieil homosexuel mourant et une jeune femme africaine pleine de vie. Links en rechts van mij het verlaten strand. Zijn vloedlijn spiegelend nat waar een golf is uitgelopen en verdwijnend weer terugglijdt. Achter mij, daar in de verte, de dichtstbebouwde kustlijn van het westen. Kitscherig knap in het late licht. Gevel naast gevel, aaneengeschurkt met veel feestelijk aanvloepende lichtjes. Kijk, een pluim voor de decorafdeling. Bravo! En fait, je me considère comme un acteur raté dans le corps d'un bon écrivain. Je suis très jaloux des grands acteurs pour qui je peux écrire. Je n'ai aucune modestie à le dire. Je peux écrire pour des acteurs. Je peux même faire une lecture orale d'un passage que j'aurais écrit. Mais la différence, c'est que moi, je ne peux pas créer un rôle à proprement parler comme le ferait un comédien sur scène. Après, je pense que la plupart des écrivains sont des gens qui n'aiment pas le théâtre, alors que moi, j'aime les livres, mais aussi la scène. Dus het moet tegelijk heel direct zijn, maar het is wel, behalve een zeer concrete moeder van vlees en bloed, is het ook, zegt het iets over de moeder helemaal. Hè? Dus je moet gewoon vermijden dat het een verhaaltje is van een vrouw. Voilà, ja. Ook zitten in hoe ik het ga spelen. Tuurlijk, ja. Dat zit daar ook in. Ja, ik weet nog niet hoe en waar en wanneer, maar dat zit daar zeker in. Precies. Dat zit daar zeker in. Zijn ene been was er geschoten. Het lag naast het andere als een nutteloos requisiet. De buik was leeggehaald, weer dichtgenaaid. Hij miste vingers aan zijn rechterhand en de linkerhand was verbrijzeld. Het bekken waarschijnlijk ook, gezien de verwondingen. En zijn schouders en zijn borst vertoonden koolinslagen. Het vel eromheen zat wit als perkament en er zat een schot... Door zijn slaap had de achterkant van zijn schedel gebarsten. Ja. Dat is dan waar ik dit straks mee begonnen ben. Straf. Ja, het is echt straf. Zij is de moeder van een terrorist. Il s'agit du plaidoyer de la mère d'un terroriste, de notre époque, qui a commis un attentat avec du gaz sarin, qui est un gaz qui affecte les nerfs. J'aime bien ramener les choses du passé au présent, afin de voir si c'est encore pertinent. Et ce monologue que j'ai écrit, Gaz, plaidoyer d'une mère damnée, est en fait le plaidoyer d'une mère d'aujourd'hui qui a perdu son fils, comme ça a été le cas pour des centaines de milliers de jeunes pendant la Première Guerre mondiale. Des milliers d'entre eux sont morts suite aux attaques au gaz à l'époque.
Je fais là référence au 7 avril 1915, quand a eu lieu pour la première fois dans l'histoire une attaque au gaz. C'était ici, en Belgique, à Tielt, en Flandre occidentale. Les traumatismes se sont transmis à travers les générations, même si on ne s'en rend pas compte. Je pense qu'en Flandre, nous avons beaucoup de cicatrices. La Belgique a souvent été le champ de bataille de l'Europe. Il y a eu Waterloo en 1815, la guerre de 14-18 ici. C'était une région entourée des grandes puissances. L'Allemagne et la Prusse d'un côté, la France de l'autre, et l'Angleterre de l'autre côté de la mer. Alors quand ils se disputaient, ils venaient souvent régler leur compte ici. C'est ici que des armes chimiques ont été utilisées pour la toute première fois. Le gaz hypérite, le gaz moutarde. Cette région a un lourd passé. On ne voit pas un arbre qui a plus de 100 ans par ici. Le sol est encore rempli de munitions, de bombes. Chaque année, on retire énormément d'obus, mais il en reste encore partout. Ce sol est imprégné du sang des jeunes victimes mortes il y a 100 ans. On commémore la Première Guerre mondiale et c'est très positif. Par contre, ici, en Flandre, ça se fait presque de façon industrielle. Il s'agit vraiment d'une forme de tourisme et ce n'est plus un héritage culturel. Pour moi, ça fait partie d'une espèce de kitsch déplacé, cette commémoration qui devient un divertissement. La meilleure chose à faire pour commémorer la Première Guerre serait d'aller visiter les cimetières en Flandre occidentale dans le silence, par une journée d'automne, et quand il n'y a pas d'événement particulier. Ce qui m'a frappé, c'est que cette région, le Westhoek, est le lieu où la Première Guerre a eu lieu. Le front était juste là. Et en même temps, et ce n'est d'ailleurs pas très connu, c'est aujourd'hui la région avec le taux de suicide le plus élevé de Belgique. J'ai fait le calcul pour ma recherche. Tous les 10 jours, une personne de moins de 30 ans se suicide dans cette province. Tous les 10 jours. Alors j'ai loué une ferme un peu plus loin et j'ai vécu ici pendant 5 mois comme un ethnographe qui travaille sur le terrain. Être là, parler aux gens, à ceux qui avaient perdu quelqu'un, un fils, une fille, un compagnon. Et les gens, les mères et les pères commençaient déjà à raconter leur histoire. Wij halen het verleden niet op naar het heden, nee. Wij denken dat we een zware buit uit het donkere water van de tijd tillen. Maar wij zijn het die afdalen. Wij worden meegezogen door die wereld van toen, de dieperik in. Wij zijn de buit. Het verleden gaat met ons aan de haal. Wat er van ons rest, louter luchtbellen. Nous voyons bien ce qui est éclairé, mais le reste tout autour est d'autant plus obscur. C'est exactement ce que nous faisons avec 14-18. Nous voyons la misère d'il y a 100 ans, mais nous restons aveugles à la misère actuelle, comme le taux de suicide très élevé en Flandre qui se retrouve dans l'obscurité du présent. Les ruines me
touche, et celle-ci particulièrement, avec ces arbres qui poussent dans le toit, qui ont une résistance incroyable. On se demande comment ils tiennent. L'imagination peut vraiment reconstruire la vie, les bruits, et pourtant on est dans un lieu qui naît de nulle part. Je peux dire pour chaque livre que ça vient d'un lieu différent, d'un moment différent, d'un rêve différent. Ça peut surgir d'une musique intérieure, d'une phrase qui surgit, et qui à ce moment-là forme une sorte de noyau d'énergie et qui est tellement puissant qu'on a le devoir quelque part de la poursuivre. Ce livre, c'est un acte littéraire avant tout. C'est une forme qui a été donnée, qui est venue très rapidement. Je suis quelqu'un qui écrit lentement, qui tourne longuement autour d'un sujet. Ce livre est venu après 10 ans et puis 25 ans de silence. Donc il y a deux moments du livre qui sont anciens. Et je peux dire que cette écriture a été quelque part donnée, et comme si le silence avait travaillé à mon insu. Chaque fois qu'au fil de nos 7 ans nous nous disputerons, il me jettera mon héritage à la tête et maudira le sien. En réponse, je me tairai, coupable de mes origines. Rien ne pourra guérir le sentiment de la perte d'un monde, ni nous rapprocher par-delà. Mais à ce stade, celui de notre première rencontre dans cette fantomatique contrée commune, c'est encore peu de choses. Nous nous tâtons avec prudence, entortillés de prévenance, comme de grands blessés dans du coton. Ce n'est pas un livre sur la violence conjugale ou la violence entre couples, dans un couple. Ce n'est pas un livre sur le viol, et pourtant ça parle de ces choses-là. Le titre le dit, l'air conserve la mémoire des actes innommables qui ont été commis en l'absence de témoins. Et je le pense quelque part, qu'à un moment donné, les choses tues finissent par se donner d'une manière ou d'une autre. Et pour moi, dans l'écriture, après des années. Ce livre signe pour moi une étape très importante. Il me semble qu'il a fait de moi une autre femme. Une femme libre. Anvers, c'est comme un nombril dont j'ai besoin. Non seulement Anvers, mais tout ce que je lis, tout ce que je vis. Ce sont autant d'éléments dont je me sers pour écrire. Dat zijn de heel kleintjes. Dat zijn stenen van, dat is min 6,5. Dat zijn stenen van half punt, 1 punt, 1 punt en half, 2 punten. Dat gaat van zift min 6,5. Dat zijn ook steentjes daar, dat zijn die. Dat zijn klein briantjes. En daar zeggen we tegen klein briantjes. Ma toute première histoire parle d'Anvers. C'est l'histoire d'un marchand de diamants et de son jeune amant qui, chaque fin de semaine, sous les coups de minuit, un peu comme Cendrillon, change complètement d'apparence. L'amant se transforme alors en jeune homme noir. Et cette combinaison d'une personne juive et d'une personne noire, c'était déjà une prise de position politique ici, même si ce n'est pas exprimé de façon explicite. Dans mes articles, dans mes chroniques, j'ai souvent écrit au sujet d'Anvers et des élections locales. Anvers joue un rôle important, mais la ville est toujours une loupe ou une paire de jumelles pour mieux regarder le monde. Je ne voudrais pas être considéré comme étant uniquement un écrivain anversois. Ce serait faux. En Wallonie, les réactions de mes lecteurs sont chaleureuses. Ils sont surpris par ce qu'ils découvrent en me lisant. Et ils disent « Mais ça, c'est pas flamand, c'est nous ». Il y a dans mes livres un côté tragicomique,
assez savoureux. Tout un environnement, toute une ambiance qui sont très reconnaissables pour les Belges. Pour moi, oui, la belgitude existe. La langue de ma mère était un livre très particulier pour moi parce qu'il parle de moi en tant qu'écrivain et de mon outil de travail, ma langue maternelle. C'est affreux pour toute personne de perdre sa mère, de voir une personne qu'on aime souffrir d'aphasie après un AVC. En tant qu'écrivain, voir sa mère perdre sa propre langue, sa faculté de parler, sachant qu'en plus, elle était actrice, la voir perdre sa faculté de parler, c'était un double choc. Mais l'écriture thérapeutique, qui voudrait dire qu'on est libéré de quelque chose après l'avoir écrit, je n'y crois pas. Pour moi, écrire, ce n'est pas garder, ce n'est pas conserver. Écrire, c'est en réalité une forme de destruction. Je ne décris pas souvent mes propres souvenirs parce que je veux les conserver. Or, quand on note un souvenir, cette espèce de lien avec le passé, ce lien organique, non verbal, disparaît. Et en fait, je ressens surtout le besoin de garder ces souvenirs, de garder ce lien. Donc je n'ai jamais noté mes souvenirs. Et je n'ai pas souvent écrit d'histoires autobiographiques. J'ai écrit sur plusieurs sujets différents, mais il y a un événement central autour duquel tourne toute mon œuvre. Quelque chose sur lequel je ne peux pas écrire. C'était le 3 février 1998. C'était la première fois que je partais au ski dans les Dolomites, en Italie. Nous étions un groupe de 15 très bons amis, des amis d'enfance, et 5 d'entre eux ont perdu la vie dans un accident. Ça a été un événement d'une intensité tellement forte que ça a changé ma vie entière. Mais je ne peux toujours pas écrire directement là-dessus. J'avais voulu essayer de faire une photo. Une seule photo, quelque chose comme un portrait, un autoportrait peut-être, mais sans moi et sans personne, seulement une présence, entière et nue, douloureuse et simple, sans arrière-plan et presque sans lumière. Le narrateur est toujours en retrait, et c'est vrai qu'il est toujours assez passif. Il est toujours assez peu impliqué. Mais en même temps, sa présence est incontestable. Il y a toujours un narrateur sans nom dans mes romans, qui n'est pas nécessairement le même, mais qui a toujours un lien avec moi assez évident. Ce qui importe, c'est sa présence au monde, pour moi. Et je pense que c'est à la fois présent toujours dans les livres, et ça peut l'être avec ces images de bureaux. J'ai toujours aimé représenter mes bureaux comme une image de moi. C'est amusant aussi de voir comment au début il y avait une grande machine à écrire, puis il y avait un gros ordinateur, puis un petit ordinateur. Et après, j'ai refait souvent des dessins de mes bureaux. Il y avait presque à chaque fois, puis j'ai fait des photographies, et puis presque à chaque fois, il y avait cette veste posée sur le dossier de la chaise, qui était comme une signature. Et pour moi, c'est vraiment une image de ma présence. Il y a une présence de l'écrivain, même si son absence est objective, puisqu'il n'est pas sur l'image. Enfin, mon absence est objective, puisque je ne suis pas sur l'image. Mais ma présence en tant qu'écrivain est complètement là. Et c'est une image de moi que j'aime bien parce que c'est ce que je fais, écrire. Et donc ça me représente complètement, même si je suis totalement absent.